Bonjour et bienvenue à Presse Eco, votre tribune hebdomadaire d'analyse, de commentaires et d'avis sur les sujets qui ont marqué l'actualité au plan national et international avec nos chroniqueurs, des hommes des médias, des analystes. Avec eux, donc, nous revenons pour décrypter l'actualité avec tout ce que cela comporte comme information. Ici, nous allons donc parler aujourd'hui d'un ensemble de sujets. D'abord, au plan national, il sera question des candidats retenus pour la présidentielle. On en a 13 au tout pour tout, 13 avec un seul candidat donc, qui a été invalidé. Nous allons revenir sur cette actualité et puis on parlera également de la mise en liberté liberté totale, disons, par la cour d'appel de l'ex-ministre Bouddha qui avait donc été poursuivi, incarcéré. Cela fait 4 mois que cette affaire durait. On va revenir sur ce sujet. Et puis, dernier sujet au plan national, il s'agit de l'audit du fichier électoral qui a été, réalisé avec des résultats sur lesquels nous allons donc discuter. Et puis, en international, c'est la Guinée avec une crise post-électorale, on va dire comme ça, plusieurs dizaines déjà de morts, l'opposant d'Alain Diallo donc, qui réclame sa victoire. On va donc parler de ces sujets, discuter sur ces sujets-là avec mes invités autour de cette table-là. J'ai Paz Yen est juriste, il est également juriste et analyste. Merci Paz d'être sur ce plateau. Et puis juste à ma gauche, André-Eugène Ilboudo. André-Eugène Ilboudo est le directeur de la radio des écoles. Et puis à sa gauche, Blaise Kietga est journaliste à Horizon FM, ancien directeur donc, de la radio TVZ. Merci d'être sur ce plateau. C'est le premier numéro avec toi. Merci. Et puis dernier invité, Lengani Isaka est journaliste et directeur de publication de l'Opinion qui paraît désormais en ligne. Merci à vous tous d'être sur ce plateau. On va donc commencer avec les candidatures à la présidentielle. 14 d'abord qui passent le tamis au niveau de la CENI et puis finalement on a 13 candidats. On dit que l'histoire se répète en farce, quelqu'un l'a dit. 13 candidats. En 2005, on avait 13 candidats également, et pratiquement avec les mêmes problèmes, on va dire comme ça. En 2005, on avait 13 candidats, dont un qui ne voulait pas aller, on a forcé à aller, donc Maître Herman Yameoro. Et puis, en 2020, on a 13 candidats, dont un qui veut aller et qui ne peut pas venir. Effectivement, c'est comme si le chiffre 13 s'accrochait à nos basques. Bon, mais ce que je constate, c'est qu'effectivement, les principaux candidats attendus ont passé donc, l'examen, le probatoire, on peut dire, sans grande difficulté. Et donc, c'est dire que, de mon point de vue, les jugements sont très, très relevés. À écouter et à voir déjà ce qui se passe depuis 1 an, la plupart de ces candidats sont en lice, sont en campagne réelle depuis 1 an. Et ça promet donc des échanges très, très chauds. Et je suis très heureux de le constater, surtout avec le fait qu'on sent une certaine libération de la parole, on sent une certaine libération des énergies, on sent comme si chaque candidat, en tout cas les principaux, sont sûrs de leur affaire. C'est ce coup-ci ou jamais. Donc, de mon point de vue, on va avoir une campagne très nourrie et très riche. Et prions Dieu que cela se passe dans les conditions de démocratie, d'ouverture, de transparence, et qui permettent effectivement d'aller aux résultats. Beaucoup s'attendaient à quelqu'un qui ne devrait pas être maintenu. C'était Isaac Zida. Et au finish, c'est Isaac Zida. Il y a eu bien sûr un recours contre lui qui n'a pas prospéré. Oui, Isaac Zida, c'est un cas vraiment qui est très intéressant sur le plan de l'analyse, parce que, effectivement, vu, comme disent les jeunes, il a tellement de dossiers qui devraient, en fait, entraîner son invalidation. Il est poursuivi pour désertion en temps de paix, il y a un mandat d'arrêt international contre lui, il y a ceci, il y a cela. Bon, tout dernièrement, il a écrit au président du Faso, en tout cas, il a sollicité de pouvoir entrer pour effectivement faire la campagne en citoyen libre pour offrir son programme au Burkinabé. Et on a entendu, on lui a dit, bon, si tu rentres dès l'aéroport, bon, tu mets les menottes. Donc, ça veut dire que c'est un candidat légal, mais qui sera illégitimé, qui sera illégal en quelque sorte. C'est-à-dire, on lui permet d'être candidat en sachant qu'il ne sera pas candidat. Parce que si Isaac Zida met les pieds, comme l'a promu le MPP, il sera arrêté à l'aéroport. Et donc, ça veut dire que, sur le plan politique, de mon point de vue, c'est un véritable jeu qu'on fait ici, avec le droit, parce qu'on lui dit de venir tout en sachant que s'il vient, on va l'arrêter.
Donc, il ne va pas venir, de mon point de vue. Et je le conseille fortement de ne pas venir, d'attendre qu'il y ait des meilleurs moments pour mettre les pieds. Parce que, moi, je me dis, nous sommes tous des êtres humains. Il ne faut pas provoquer, il ne faut pas se créer des problèmes. Au-delà de sa personne, il y a des gens autour de lui qui croient en lui, de mon point de vue. Et ces gens ont le droit de croire. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, on peut faire comme Mandela, c'est-à-dire de la prison à la présidence? Ce n'est pas évident. Très souvent, je crains fort que de la prison, on a la morgue. Donc, c'est mieux qu'il attende des meilleurs moments pour venir. Bon, mais en même temps, c'est politique, pourquoi? Parce que s'il ne vient pas aussi, il se discrédite lui-même. Et automatiquement, c'est sûr qu'au niveau du parti, ça va créer de la tambouille. Et j'ai même déjà entendu des jeunes qui sont prêts, selon eux, à monter à l'assaut pour assurer sa liberté, pour assurer son droit, effectivement, de participer aux élections. Mais en même temps, ces jeunes disent que s'il ne vient pas, ça veut dire qu'ils ne donnent pas le bon exemple, le sankariste parfait qui est prêt à donner sa vie pour sa nation. Donc, sur le cas, par exemple, Isaac Zida, avant qu'on ne continue, sur un peu la configuration de ces candidats-là, est-ce que Isaac Zida n'est pas ici empêché de jouir de son droit fondamental que lui confère la Constitution, d'être candidat, d'être éligible ou d'être élu? Par exemple, là, politiquement ou juridiquement, on ne lui reproche rien, donc d'où sa candidature. Mais maintenant, il ne peut pas rentrer parce qu'on dit qu'il s'y rentre dans l'arrêt. Est-ce que là, il n'y a pas une violation de son droit? Je n'ai pas entendu un procureur du Faso ou un juge d'instruction dire que si Isaac Zida met les pieds, on va l'arrêter à l'aéroport. Mais justement, parce que son parti a fait une déclaration qui disait que les autorités politiques du pays ont dit que s'il venait, on l'arrêtait. Donc ce n'est pas vraiment juridique. Je sais parce que là, il n'y a pas un problème. Lorsque les membres de son parti ont fait cette annonce, immédiatement, je pense que le gouvernement a fait une sortie pour dire que tel n'est pas le cas. Parce que, voilà une situation. Si on devait empêcher Isaac Zida, si les textes devaient l'empêcher, je pense que sa candidature n'allait pas être validée déjà. Il faut reconnaître qu'à ce jour, il n'y a aucun grief qui empêchait Isaac Zida d'être candidat. Les textes sont clairs. Il faut être déchu de ses droits civiques pour ne pas être candidat. À ce jour-là, quoi qu'on dise, Yacouba Isaac Zida est toujours présumé innocent. Donc, aux yeux de la loi, à ce jour, il n'est coupable de rien. Et on ne se base pas donc sur des présomptions de culpabilité pour empêcher quelqu'un d'être candidat à l'élection du président du Faso. Maintenant, il y a des charges contre lui. J'entends qu'il y a beaucoup de choses qu'on reproche à Zida. Les membres de son parti disent que ça a des fins politiciennes, on ne veut pas qu'il rentre. Mais récemment, je pense qu'il y a de cela quelques jours, j'ai entendu le professeur Louada dire aux femmes du parti que leur mentor, ou si vous voulez, leur champion, comme on le dit actuellement, sera là. Peut-être qu'il attend la période électorale, peut-être pendant la campagne électorale, il va venir et on va se dire, si on l'arrête, peut-être il peut y avoir des tensions, il peut y avoir des conflits pendant les élections, on va le laisser passer. En tout cas, je ne sais pas, que Isaac Zida vienne ou pas, il est candidat et ses électeurs, ils vont le voter, même s'il n'est pas au Burkina Faso. Rappelez-vous, il y a eu un président qui a été élu étant en prison. Il était en prison, mais les gens l'ont voté. Donc, la question n'est pas qu'Isaac Zida vienne ou pas. La question aujourd'hui, est-ce que Isaac Zida est candidat? Oui, il est candidat. Mais les autres choses, il revient à la justice qui va estimer oui ou non, il faut l'arrêter ou pas. Mais je pense que dans ce contexte actuel-là, ça va m'étonner. Déjà, avec la crise sécuritaire qu'il y a, les gens veulent aller à des élections apaisées. Ça va m'étonner que si Isaac arrive, on l'arrête. Mais bon, s'il doit être arrêté, il sera arrêté. Alors, une autre question. Tout à l'heure, tu le disais. Si Isaac Zida était élu, mais si Isaac Zida était élu, je pense qu'à ce niveau-là, les gens vont taire tout ce qu'il y a comme... Oui, mais un président qui est élu, par exemple, qui est au Canada, qui est élu au Burkina, comment ça se fait? Mais il n'y a pas de souci. Comme j'ai dit, il y a un candidat qui a été élu étant en prison. S'il est là-bas et qu'il a été élu, on va l'accueillir en grande fanfare à l'aéroport. Mais bon, est-ce qu'il a assez de chance? André Jeune? Non, mon analyse est diamétralement opposée à celle de Lengani. Moi, je crois que c'est le meilleur moment pour Zida de rentrer, puisque rien ne l'empêche de rentrer. Les politiques ont dit, si tu arrives, on va t'arrêter. Le politique qui maîtrise l'exécutif va faire actionner la police et la gendarmerie pour aller l'arrêter à l'aéroport, j'imagine. Mais une fois que le monsieur est arrêté, il va être présenté au procureur qui est la justice, qui ne reçoit pas d'ordre théoriquement de l'exécutif. Donc le procureur peut dire, oui, vous me l'avez amené, mais lâchez-le, je n'ai rien contre lui.
et puis il repart à la maison. Donc je crois que, et puis ça c'est de un. C'est vrai que, comme nous tous qui sommes là, tu peux sortir d'ici et puis on t'arrête, mais on va t'amener chez le procureur. Et si le procureur n'a rien contre toi, on va te dire de te lâcher. Deuxièmement, je crois que s'il vient pendant la campagne électorale, il ne faut pas ajouter du trouble au trouble. Je crois que c'est le meilleur moment de venir et de faire campagne. S'il est élu, il va directement à Kossiam. S'il n'est pas élu, bon, maintenant si... Oui, mais justement, est-ce que là, par exemple, ce n'est pas un cas assez sérieux qui peut-être peut appeler des réformes, que par exemple, quelqu'un qui est poursuivi, etc., ou quelqu'un qu'on oblige, par exemple, on force à aller en exil, par exemple, ou à rester en exil, qui est candidat et qui ne peut pas exercer son droit fondamental? Non, personne ne force à rester en exil. Bien sûr que oui, parce que son parti l'a dit, Non, c'est-à-dire, encore une fois, l'amalgame qui nous a été donné, ce sont des politiciens qui parlent entre eux. C'est les politiques qui parlent entre eux. Mais pour le moment, la personne qui s'occupe de liberté, c'est le judiciaire. Donc, le politique peut dire, encore une fois, les politiques vous disent qu'ils vont arrêter. Mais tant que la justice n'a pas dit à quelqu'un qu'il doit aller en prison, c'est pourquoi Zida, comme il a si bien dit, est candidat et que personne ne peut l'empêcher. Parce que pour le moment, on l'accuse de tout. Mais personne ne l'a déclaré coupable. Donc, on ne peut pas, sur la base de la loi, empêcher M. Zida d'être candidat. Oui, à partir du moment où il y a des poursuites qui sont engagées, donc l'action judiciaire est engagée. Il n'y a que son absence qui fait que ça n'avance pas. Donc, dès qu'il descend à l'aéroport, la minute qui suit, l'action judiciaire... C'est pourquoi j'ai dit, la minute qui suit, l'exécutif qui contrôle la gendarmerie et la police vont l'envoyer chercher. Mais c'est leur action qui s'arrête là. Parce qu'une fois que vous avez arrêté quelqu'un, vous avez l'obligation de le présenter à la justice. Et la justice, en principe, en théorie, n'est pas contrôlée par l'exécutif. Parce que là, on parle de l'indépendance de la justice. Et c'est tout le monde qui le dit. Donc, une fois que vous allez l'amener devant le procureur... Personne n'y croit. Alors, justement, parce que quand on dit ça, c'est aussi simple. Mais est-ce que le temps que le procureur... Parce que les poursuites qui sont engagées sont les poursuites engagées par le parquet. Alors, s'il arrive, on va le mettre devant un juge, il va passer devant un juge et tout cela. Mais la campagne, c'est 21 jours. Est-ce qu'on pense qu'en 21 jours, on va juger et puis épuiser ça pour que lui, il soit libre d'aller faire D'accord. campagne? On parlait tout de suite de est-ce que ça ne va pas donner lieu donc à penser à des réformes? Si réformes il y a, moi j'allais proposer plus qu'on dise qu'il faut que le candidat dépose lui-même sa candidature. Ça, c'est une exigence qui peut être légale ou pas. J'ai vu que le président du façon n'est pas allé déposer lui-même sa candidature, Isaac Zida également. J'aurais préféré qu'il y ait une réforme qui dise chaque candidat doit venir déposer lui-même sa candidature pour attester donc de son consentement. Parce que moi, je peux me lever à aller déposer la candidature de Loukman, mais c'est vrai que bon, le Conseil constitutionnel doit prendre des dispositions pour se rassurer de son consentement. Mais j'aurais préféré cela. Sinon, par rapport au président, aujourd'hui, on est en train de présenter Isaac Zida comme un coupable. Non. Moi, je suis juriste, je ne peux pas accepter cela. Il y a des griefs contre lui. Il peut aller être jugé et on va le déclarer donc innocent. Donc, à ce jour-là, on ne peut pas le présenter comme un coupable. Oui, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est ça, ce sont les élections. Il est candidat, il a 21 jours pour battre campagne. S'il rentre, est-ce qu'il pourra battre campagne? C'est ça la question aujourd'hui. La question sinon, aujourd'hui, si c'est se présenter à la justice et tout, on sait que le temps... Il y a quelque chose qu'il faut dire. Oui. Les 13 candidats dont on parle là, je vous assure que si on demandait leur avis, et si c'est eux qui devaient juger, un des 13 là aurait basé tous les 12 sauf son nom pour dire que c'est lui seul qui est capable d'être candidat et c'est lui seul qui peut battre campagne. Il est de bonne guerre que ceux qui sont au pouvoir et qui sont à l'exécutif là essaient d'empêcher par tout le monde. Si vous demandez à ceux qui sont au pouvoir, ils ne devraient pas être d'accord pour que les autres la battent campagne. Hein. On va passer la parole à Kietka. Est-ce que ce n'est pas l'occasion, par exemple, si on est dans une politique, une démocratie où vraiment la politique est plus clean, où elle est plus civilisée, comme on le dit, est-ce que ce n'était pas le moment qu'on dise Isaac Zida peut venir faire campagne? Alors, bon, vous parlez de civiliser, le domaine du politique, ce n'est pas évident. Mais je suis d'accord avec le doyen André Génigo que c'est le meilleur moment pour Yacouba Isaac Zida de rentrer au Burkina. Et s'il rentre, ça va changer beaucoup de choses, du point de vue déjà de l'expérience qu'il a et aussi pour avoir géré les affaires jusqu'à un certain niveau. Et je pense que
au niveau de l'opposition politique, mais également des partis, quoi qu'on dise, on connaît des candidats qui sont très proches de Yacouba Isaac Zida, notamment Guy Hervé Kam, notamment également le professeur Loada. Et je sais que même le professeur Soma, qui est candidat lui aussi, ils sont un peu proches du point de vue... Mais jusque-là, personne d'entre eux n'a fait de cas d'Isaac Zida un problème. On n'a pas entendu un opposant, ou en tout cas un leader politique, ou un candidat autre dire il faut permettre à Isaac Zida de devenir candidat dans la mesure où il veut s'adresser au peuple burkinabé. Non, mais on ne peut pas. C'est comme le doyen l'a dit. Si le MPP pouvait, n'est-ce pas, transformer les 12 autres candidats en des exilés politiques, ils le feront. Ils le feront. Au niveau du MPP, ils le feront. Mais maintenant, je pense que du point de vue stratégique, si au niveau même du MPS, la structuration du MPS, il y avait un travail qui avait été fait, aujourd'hui, Yacouba Isaac Zida pouvait rentrer. Et ça allait changer les choses, de mon point de vue. Ça allait changer les choses en ce sens que Yacouba Isaac Zida a une certaine image qui donne du révolutionnaire, de celui-là qui veut transformer les choses. D'ailleurs, tous les 13 candidats, chacun a son atout. Hein. Alors, on va continuer sur la question de la configuration, justement, quand on regarde. On a 13 candidats. Pratiquement, il y a des novices, que des novices pratiquement. La moitié, plus de la moitié, vraiment est novice. Quand on regarde les anciens, il n'y a que peut-être 4 ou 5 qui sont anciens, qui reviennent à la charge. Mais pour les autres, ce sont des nouveaux. Oui, qu'est-ce que ça pourrait expliquer en analyse? Ouais, de mon point de vue, je pense que le MPP, quand même, c'est 30 ans d'expérience. Ceux qui gèrent le pouvoir d'État aujourd'hui, c'est 30 ans d'expérience politique. Les personnes qui animent le MPP, mais pas le MPP, parce que le MPP a été créé en 2014. Oui, justement, on connaît déjà la stratégie donc, de l'ancien régime. On sait même que, de par même sa naissance, depuis l'ODPMT, on sait comment toutes les stratégies pour, n'est-ce pas, empêcher l'éclosion de nouveaux acteurs, de nouvelles organisations politiques. On sait comment ça s'est passé. Donc aujourd'hui, quand vous regardez la configuration politique, vous voyez que juste après l'insurrection, il y a des acteurs aujourd'hui de la société civile qui sont en train qui ont déjà mis en place donc, un certain nombre d'organisations politiques. Pour moi, personnellement, ça témoigne d'une volonté de rajeunissement de l'échiquier politique. Mais maintenant, est-ce que ces acteurs-là ont suffisamment l'expérience politique nécessaire? Comme on l'a dit, la théorie et la pratique, c'est carrément différent. On le voit aujourd'hui avec l'UPC. Ce qui se passe à l'UPC, pour moi, relève d'une certaine inexpérience dans la gestion donc des ressources humaines internes au parti politique. On ne parle pas de l'UPC, on parle juste de la configuration. Quelle analyse on fait? Quand on regarde, par exemple, des jeunes, il y a des jeunes, et la tendance aussi, hein. Quand on prend Madame Yeli Kam, c'est ça, Yeli Kam, on prend professeur Soma, on prend Farama Ambroise, c'est vraiment en fait comme une autre génération. On parle aussi Edi Kombogo. Edi Kombogo, tout à fait. Bon, moi, ce que je voudrais, avant d'opiner sur ce point, permettez-moi de revenir sur le cas de Zida pour dire que je suis au regret de dire au grand frère André Eugène que je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que la situation de Zida n'est pas juridique. Et le courage, je le dis, ce n'est pas une question juridique, c'est une question politique. Et nous savons que les griefs énumérés contre Zida, objectivement, si on le présente devant un juge d'instruction avec ces griefs-là, il va d'abord à Nyoko s'asseoir. En attendant que les enquêtes prouvent qu'il est innocent ou bien qu'il est coupable. Pour moins que ça, on a envoyé des gens à Nyoko. Donc, juridiquement, les chances pour Zida d'atterrir à Nyoko s'il débarque à Ouagadougou sont largement au-dessus de ces chances d'aller battre campagne. Et cela, je dis... Grand frère, est-ce que sur le plan politique, de mon point de vue, aujourd'hui, sur le plan politique, Yacouba Isaac a un terrain favorable, de mon point de vue. Parce que... C'est pas vrai. Pourquoi? Justement. Et je pense que ce travail peut être amélioré. Et demain, peut-être, on peut préparer encore mieux le terrain avec les autres acteurs, par exemple, de mon point de vue, de l'opposition actuellement. Oui, mais ça,
qui apparemment ont déjà signé, je pense, un accord pour le deuxième tour. Et donc, si le MPS fait partie donc, de cet accord-là, si je ne me trompe, et je pense qu'ils ne vont pas accepter quand même que un de leurs soit arrêté, de mon point de vue, pendant qu'ils sont en train de battre campagne. Et je pense que c'est un terrain favorable pour lui. Ça, c'est un point de vue personnel. Même sur le plan politique, je pense que le terrain est favorable. Et sur le plan stratégique également, je pense que le terrain est favorable. Parce que si c'est le MPP qui revient au pouvoir en 2020, ce n'est pas évident qu'il ne va pas encore faire 10 ans là-bas. Moi, je voulais que si Lengani terminait, j'allais... D'abord, on continue, mais on va avancer sur l'affaire Izida. On va avancer sur la configuration actuelle. Quand même, je vais dire que c'est une question éminemment politique. S'il y a un accord politique qui permet à Izida de rentrer, là, il n'y a pas de problème. Là, Izida rentre sur la base de cet accord-là, et effectivement, il bat campagne. Mais s'il n'y a pas d'accord politique, ça veut dire si la justice est effectivement indépendante et libre, Zida, c'est un coup direct. Ça c'est clair. Et en ce moment, la campagne pour lui, que dalle. Quand vous dites que c'est un personnage nouveau, oui, Zida est nouveau, mais le sankarisme n'est pas nouveau au présidentiel. Il a toujours fait des scores piètres. Il m'étonnerait, Zida peut apporter quelque chose de plus, Zida mais... ne regarde pas le sankarisme. Non. Il se réclame Sankara, mais sankarisme, c'est l'UNIPR jusqu'à aujourd'hui. D'accord. On va avancer sur l'affaire Zida. Okay. On n'en finira pas. Est-ce que, Lengani, la configuration actuelle, quand on regarde, je disais, il y a par exemple des candidats, on voit que les nouveaux candidats, ceux qui viennent pour la première fois, sont largement majoritaires. Farama Ambroise, professeur Soba, Idi Komboyugo, Mme Yeli Kam, Gilbert Noël Ouedraogo, Kadri Désiré Ouedraogo, Do Pascal Sessouma. Et à côté, vous avez Al-Blacé, Zéphirin, Roch Makissan Kaboré, Taïrou Baré, qui sont pratiquement les anciens candidats. Moi, je pense que Quelle lecture on peut faire par rapport à ce changement du visage? Ce qu'on peut dire, de mon point de vue, c'est que des gens se sentent des destins nationaux, c'est tout à fait très... Moi, je ne m'attache pas tellement à la question de l'âge. La question de l'âge, comme on dit, le génisme en quelque sorte, moi, ce n'est pas un facteur déterminant sur l'attitude. Étant entendu que pour être candidat, ce n'est pas à l'âge qu'on regarde. Même s'il est vrai qu'il y a un âge plancher qu'il faut avoir. Chacun selon ce qu'il pense pouvoir apporter au pays et surtout ce qu'il pense pouvoir mobiliser, à la fois comme ressources humaines, comme ressources matérielles, etc., pour effectivement décrocher le grade. C'est ça qui détermine le choix d'être candidat ou de ne pas être candidat. Et à ce niveau, je dis que c'est une très bonne chose. Effectivement, comme l'a dit tantôt notre ami de Horizon FM, TVZ, Kenga, effectivement, il y a la société civile, au niveau de la société civile, il y a des acteurs qui estiment qu'ils ont un discours qu'ils peuvent présenter parce que là aussi, il faut le comprendre, on n'est pas candidat à la présidentielle pour forcément sortir vainqueur. On est candidat d'abord pour présenter au Burkinabé, à la société, un programme, des projets, des idées. Et maintenant, travailler à les faire passer. Si, au bout de la chaîne, on est élu, alhamdoulilah, on les met en pratique. Au cas contraire, en tout cas, la société... On va passer la parole à... D'accord. Il faut dire 13 candidats. 13 candidats. Qu'est-ce que les Burkinabés peuvent lire dans cela? On n'a que 4 candidats qui sont anciens ou qui ont déjà cette expérience présidentielle. Et les 9 autres sont, en tout cas, à leur début à la présidentielle. Déjà, il faut dire 13 candidats comme en 2015, on l'a dit avec la même configuration, mais je dirais beaucoup plus des candidats comme en 2015, pas 2005. Parce qu'en 2015, vous voyez, chacun se disait présidentiable. Et cette année, en 2020 également, chacun voit qu'il peut remplacer Roch. Et dit voir, par exemple, qu'au soir du 22, il n'y a pas quelqu'un d'autre que lui, Zéphirin également. Donc, il y a cette, je dirais quoi, cette chaleur politique qui est là, qui est dense actuellement. Je pense que c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. Cela va nous augurer donc des campagnes plus ou moins intéressantes. Maintenant, il y a j'analyse le noviciat des candidats par, on va dire quoi, un remplacement progressif de l'échiquier politique. Parce que beaucoup d'entre eux ne sont peut-être pas nouveaux en politique, mais peut-être nouveaux au niveau de l'élection du président. Kadri Désiré, c'est un vieux de la vieille. Voilà, c'est quelqu'un qui maîtrise l'échiquier politique. Gilbert Noël Ouedraogo également, même si lui, il a géré le pouvoir avec Blaise Compaoré pendant longtemps. C'est pour dire qu'à un moment donné, beaucoup se sont sentis présidentiables. Et il faut dire aussi que le MPP a réussi à empêcher certains d'être candidats.
Par exemple, l'UNPS n'a pas de candidat, donc beaucoup se sont rangés au niveau Ils n'ont pas été empêchés, ils ont rejoint le MPP. Bon, Ils n'ont pas été empêchés, ils auraient pu... c'est un empêchement psychologique. M. Sankara aurait pu être candidat, mais il a préféré On ne peut pas soutenir un pouvoir pendant pendant 5 ans et à la fin donc se lever pour remplacer ce même pouvoir, c'est qu'on a accepté. Donc c'est un empêchement psychologique. Maintenant, à ce jour, est-ce que les nouveaux ont l'expérience pour gérer le pouvoir? Je dirais que le président du Faso n'a pas besoin d'être expérimenté parce qu'il n'y a pas une école où on apprend à être président avant de venir pour être président du Faso. Donc c'est dit qu'il va revenir donc, au niveau des différentes directions de campagne de prouver qu'ils sont assez étoffés pour s'organiser pour gérer le pouvoir actuellement. Donc c'est essentiellement cela. Moi, pour l'analyse des candidats, si vous prenez les 13, mis à part ceux que l'on connaît avant, qui avaient déjà présenté un projet de société sur lequel on peut aller dépoussiérer pour regarder qu'est-ce qu'ils nous proposent, ceux qui arrivent nouvellement là, mis à part d'où Pascal Sessoumé qui nous dit qu'il va démanteler les bases militaires, on ne sait pas ce que les autres nous proposent. Les autres proposent des choses, peut-être que vous n'avez pas ces informations. Sinon, les autres ont proposé. J'ai eu la chance de lire. La présidentielle n'était pas... Ce que, par exemple, Soma propose, je l'ai lu. La campagne n'était pas encore ouverte. On ne connaît pas les propositions, certainement. Mais il y en a quand même... Non, ils l'ont déballé. J'ai eu la chance de parcourir au moins pour une dizaine ce que les uns et les autres ont proposé. D'accord, donc il y a des propositions. Il y a des documents. Je pense qu'il y a des propositions. André, moi, je voulais terminer, si vous permettez. Je vais dire, le drame de la politique, c'est de concentrer la politique, même si la Constitution nous dit autre chose, de concentrer la politique en 3 semaines. Ceux qui veulent avoir le destin du Burkina sur leurs épaules ont, entre 2 élections, 5 ans pour nous dire ce qu'ils veulent faire s'ils gagnent le pouvoir. Et j'aurais aimé, par exemple, ceux qui veulent avoir le destin du Burkina sur leurs épaules, depuis 5 ans, qu'ils animent la politique en nous disant: moi, dans 5 ans, je vais remplacer un tel qui est là, et voilà ce que je vais faire quand je vais le remplacer. Pour qu'au fur et à mesure, on voit que si les gens ont l'étoffe d'être candidats. Mais entre eux, ils ont réussi à court-circuiter cette affaire-là en 21 jours, et c'est ça qui fait que la politique demeure ce qu'elle est. Parce que si on avait mis ça... pendant 5 ans que les gens commencent à s'exciter, à dire voilà ce qu'on a, d'abord il y a des gens qui allaient s'éliminer d'eux-mêmes, parce que ce que j'ai vu, ce que les gens ont fait avec la CENI, et d'ailleurs on ne parle pas du 14e, parce que vous ne pouvez pas vouloir avoir le destin du Burkina et être un fraudeur potentiel. Quand vous donnez un chèque en bois à un client, ça veut dire que vous-même, vous n'êtes pas crédible. Je veux dire, et vous ne pouvez pas vouloir avoir le destin du Burkina en faisant du faux. C'est pourquoi moi je proposerais que pendant les 5 ans, ceux qui veulent avoir le destin du Burkina commencent à parler et commencent à s'exciter pour qu'on regarde. Comme ça, on va éliminer. À un moment donné, même, il n'y aura même pas besoin de campagne parce qu'on vous connaît. Dans les grandes démocraties, les gars, ils viennent faire campagne pour faire leur show. Mais on sait si chacun gagne ce qu'il va faire. Or, ici, on n'en sait rien. Kétéra. Oui, je suis... Est-ce que le peuple burkinabé, on peut dire que le peuple burkinabé est satisfait déjà peut être satisfait d'avoir 13 candidats qui sont tous présidentiables? Chacun d'eux peut diriger le Burkina Faso. Non, nous sommes 17 millions et chacun est présidentiable. Moi, je ne vais pas poser ma candidature, mais déjà, on peut dire que ceux qui se sont présentés comme tels, c'est ceux qui sont candidats. Ceux qui ont ces capacités ne sont pas présentés. Et je suis au regret de vous dire qu'il y a environ 5 personnes en interne dans le MPP même qui auraient souhaité être candidats. Mais ils ne sont pas candidats. Le MPP sont candidats qui est le président. Même si officiellement, c'est pour dire qu'en matière de candidat à la présidentielle, effectivement, comme le Coro l'a dit, on n'est pas, c'est vrai, dans les démocraties, dans les grandes démocraties, mais justement parce que dans les grandes démocraties, il y a des écoles stratégiques où on forme déjà les jeunes à la gestion de la chose publique, où vous devez faire des classes politiques. Ici, nos classes politiques, ça se résume à quoi? Le fondateur, le tout-puissant fondateur du parti, le tout-puissant fondateur du parti. Et en fait, je pense que l'enjeu de ces élections cette année, c'est 2025. 2025, il y a des gens, il y a des candidats, par exemple, avec qui j'ai discuté, qui m'ont dit je dépose ma candidature à la présidentielle, mais je ne veux pas être président. Je dépose ma candidature, je veux juste préparer le terrain pour 2025, parce qu'on sait
Aujourd'hui, en 5 ans, le MPP est arrivé à phagocyter un certain nombre de forces politiques, des gens dont l'animation même de la vie politique était nettement supérieure à ces nouveaux acteurs-là. Quand vous prenez le parent du professeur Laurent Badot, vous prenez l'UNIR PS, on sait que mais c'est leur stratégie politique de participer au pouvoir. Ça, on peut pas... Oui, je suis d'accord, mais je vais dire que quand vous prenez ces nouveaux acteurs, comme le doyen l'a dit, si vous prenez ces nouveaux acteurs-là, depuis, il n'y a même pas 3 mois, 4 mois que certains partis politiques même ont été créés. Ça veut dire que vous ne pouvez pas créer un parti politique à 6 mois d'échéance électorale, avoir le temps de faire un maillage du territoire, avoir le temps d'expliquer au peuple ce que vous lui proposez, la nouvelle offre politique que vous leur proposez. Donc justement, c'est parce que aussi nous avons une tradition politique qui se résume à... Mais est-ce que oui, ça c'est d'accord, mais est-ce que le législateur n'a pas résolu ce problème en ouvrant la campagne pour 21 jours? En pensant qu'en 21 jours, chacun est à même de pouvoir présenter son offre politique. Mais, et ce qui se passe, c'est quoi? C'est le clientélisme. Aujourd'hui, je discutais avec un acteur qui me disait qu'il mettra 60 millions pour les législatives. Pour les élections législatives plutôt. 50 millions, c'est un investissement. Il va récupérer ça comment? Donc c'est pour dire que c'est justement ces 21 jours-là, c'est une occasion pour, n'est-ce pas, permettre à tous ceux qui ont les moyens financiers de pouvoir naturellement passer. Merci. Donc on n'est pas dans une tradition politique où on met l'accent sur le projet des sociétés, comme le corollaire. On ne met pas l'accent sur le projet des sociétés, sur la qualité même des acteurs qui animent l'échiquier politique. Autrement dit, il y a des gens même qui savent très bien que devant le président Roch Kaboré, du point de vue matériel... Merci Kedgar. Peut-être que la semaine prochaine, on reviendra sur les candidats individuellement, parce que là, on est un peu tenu par la règle de la campagne déguisée, donc on est obligé de ne pas aller individuellement sur les candidats, mais la semaine prochaine, on ira plus loin. On peut terminer avec cette question, si vous permettez. D'accord. Déjà, il faut dire que en 2014, que le MPP a été créé, et en une année, le MPP a réussi à conquérir le pouvoir d'État. C'est pour dire que le plus important, c'est la qualité des hommes qui vont être dans les différentes organisations. Ça, c'est le premier aspect. Deuxièmement, je considère que ces élections-là sont une transition politique pour une nouvelle génération. Je le disais, en 2015, les élections de 2015 et de 2020 vont augurer. Vous avez vu qu'à l'intérieur des différents partis politiques, il y a eu un renouvellement. Il y a beaucoup de jeunes qui sont arrivés au niveau de la scène politique et je sais que ça a créé des gorges chaudes dans les différents partis, notamment ceux qui se disent les baobabs. Donc c'est pour dire que d'ici 2025, on aura des jeunes sur la scène politique. Quand je parle des jeunes, ce n'est pas forcément en âge, mais des gens qui arrivent nouvellement sur la scène politique. Parce que quelque part, il va falloir remplacer. D'accord. Aujourd'hui, mais quand on regarde, on voit un peu qu'il y a ça, parce que 5 sur... on a 4 sur 13 qui sont pratiquement des anciens de la... Oui, on va dire des anciens qui... Maintenant, le reste sont quand même jeunes, ou du moins ils sont tout à fait nouveaux. L'Engani, pour terminer, vraiment en 30 secondes. Bon, d'abord, entre être candidat et être élu, c'est tout un marigot qu'il faut traverser. Bon. Ensuite, je pense qu'il faut comparer ce qui est comparable. Le MPP est né dans un contexte bien donné. Les élections de 2015 ont eu lieu dans un contexte bien donné. Et le contexte de 2015 n'a absolument rien à voir avec un contexte normal et surtout avec le contexte de 2020. Où, bon, vous savez, en 2021, on sortait de ce que certains appelaient une insurrection populaire et que moi je juge être un coup d'État, tout simplement, violent, le plus sanglant que le Burkina Faso ait connu dans son histoire. Et on sait que la transition a été une transition qui a écarté systématiquement des gens par le fait de la loi. Donc si ces gens participaient, le MPP allait perdre quoi? Ça c'est clair, c'était évident. Donc ça augure d'une campagne électorale et d'une élection assez heurtée. Oui, si on lit le jeu politique, le MPP est né du CDP. Bon, on ne va pas le faire. Non, c'est pour montrer en quoi... Comme l'UPC et les autres partis. Non, mais ce n'est pas dans le contexte de 2015. On parle de 2015. 2014-2015, le MPP est né du CDP, donc a hérité des structures du CDP qui n'étaient plus candidats. Ça, c'est la moindre des choses. D'accord. Sinon, merci, mais maintenant, le CDP aussi est revenu en 2020. Le CDP étant revenu en 2020. D'accord, merci. On va parler de justice avec l'affaire du ministre, l'ancien ministre Jean-Claude Bouda, donc, qui avait été poursuivi par la justice pour faux usage de faux. Et voilà, qui vient de recouvrer d'abord une liberté provisoire et puis ensuite qui a été confirmée par la cour d'appel. Donc il est en liberté totale en attendant. Pazienne. J'ai appris également, comme vous,
J'ai même eu à lire un extrait donc, du jugement qui a été rendu par le juge d'instruction de la Cour d'appel, je pense. Bon, je ne sais pas ce qui a pu motiver cela, mais je dirais que c'est un coup dur pour le RENLAC, parce qu'on sait que le RENLAC était au four et au moulin dans cette affaire. Et si on en est arrivé à arrêter Bouddha, qui n'est pas n'importe qui aussi, il faut le reconnaître, c'est un ancien ministre. Donc, je me suis dit qu'en son temps, il y avait suffisamment d'éléments pour l'arrêter et le mettre en prison. Je ne pense pas qu'on l'ait arrêté pour contenter l'opinion publique. Je ne pense pas qu'on l'ait arrêté pour faire plaisir à des gens, pour faire plaisir à des gens qui dénoncent. Donc, c'est avec surprise, justement, que j'ai entendu qu'il a été donc libéré. S'il a été libéré, quelles sont les motivations? Est-ce que c'est sur la forme? Est-ce que c'est les juridictions qui ont été saisies, qui sont incompétentes? Est-ce que c'est pour cela qu'il est? Je ne sais pas. Parce qu'à ce jour, j'aurais voulu avoir donc la décision sous la main pour lire et savoir les raisons donc, qui ont conduit donc, à ce qu'il soit libéré. Mais il faut peut-être préciser que libéré ne veut pas dire que c'est un non-lieu. Justement, donc l'affaire continue, c'est qu'il est en liberté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Est-ce un non-lieu? Est-ce que les infractions ne sont pas constituées? Je ne sais pas. Je ne vais pas prendre le risque donc, de... Non, il s'agit d'une liberté. Il s'agit d'une liberté. Maintenant, qu'est-ce qui a motivé cela? Franchement, je ne sais pas. Ce que je constate, c'est que, comme je l'ai dit, ça serait un coup dur pour le RENLAC. Alors, je précise que l'ex-ministre donc Bouddha était poursuivi, a été mis en examen pour des faits de faux et usage de faux en écriture privée, de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. Et c'était tout ça, c'est relatif disons à sa maison qu'il a eu à construire à Manga. Non, ce qu'il faut dire, si on est dans un régime de droit et de démocratie, il y a des règles qu'il faut respecter et qui s'appliquent à tout le monde. Le RENLAC a certainement des raisons de poser plainte contre M. Bouddha et de se constituer partie civile, ce qui fait qu'on ne peut pas classer le dossier sans jugement. Mais dans le droit, d'abord il faut se rappeler que c'est M. Jean-Claude Bouddha qui s'est levé et qui s'est présenté à la justice pour dire on a quelque chose qu'on me reproche, je viens voir de quoi il en est. Et le juge l'a conduit en prison. Le RENLAC, on a interviewé le RENLAC après la libération de M. Claude. D'abord, il faut dire que c'est une liberté provisoire, parce que tant qu'on n'a pas jugé, il ne peut pas être en liberté totale. Ouais. C'est quand tu es jugé et que tu es blanchi qu'on te reproche rien. Sinon, pour le moment, il avait demandé une permission de longue durée pour aller se soigner, ce qu'il a eu 1 mois, et après, il a demandé une liberté provisoire avec ses avocats, et la Cour d'appel a confirmé seulement la liberté provisoire qu'on lui a accordée. Mais ce qu'il faut dire, même le RENLAC a dit, la détention, c'est l'exception. C'est la liberté qui est la règle. Moi, je dirais, si vous discutez avec certains juges, les gens ont dit, mais on n'avait même pas besoin de mettre M. Jean-Claude Bouddha en prison. Puisque quand vous mettez quelqu'un en prison, c'est pour des raisons précises. Sa sécurité est menacée, soit il a risque de subornation, ou bien il a la possibilité de fuir. Mais quelqu'un qui parle se présenter lui-même, on n'a même pas besoin de le mettre en prison. On attend de juger, et s'il est coupable, on le met. Mais ça, c'est ceux qui veulent comprendre le droit. Et je crois que ce qu'il faut dire à la justice, c'est qu'il faut laisser la justice être sereine et faire ce qu'elle a à faire. La justice a décidé à un moment donné, au regard du dossier, de l'évolution du dossier, rien ne nous empêche de laisser M. Jean-Claude Bouddha aller à la maison. Et quand on aura besoin de lui, on l'appellera. Ça, c'est le droit qui le dit. Et c'est le droit de M. Jean-Claude Bouddha de demander d'être en liberté provisoire. À la justice de dire oui ou non. La justice a décidé ce que nous voulons. Parfois, nous voulons une chose et son contraire. Le RENLAC même ne se préoccupe pas de cette affaire. Il se dit, la justice a fait son droit, mais nous estimons, nous pensons qu'il va être jugé et être condamné. Et quand il sera condamné, il retournera en prison. Mais la justice même ne remet pas en cause le fait que la justice a le droit de libérer M. Jean-Claude Bouddha. Donc peut-être qu'il faut préciser que oui. M. Jean-Claude Bouddha est en liberté provisoire pour question de maladie. Il semble que, donc, de par le nouveau code pénal, on ne parle plus de liberté provisoire, mais on parle de liberté tout court. Donc voilà peut-être la confusion qui se fait. Mais sinon, M. Bouddha est toujours donc... sous le lien de la prévention. Voilà, tout à fait. Non, il peut donc y retourner. Je rappelle que quand vous êtes en prison, on peut vous extraire pour quelque chose. Si vous êtes malade, on signe une extraction pour aller vous soigner et on vous remet en prison. Vous pouvez demander une liberté provisoire ou bien si vous êtes malade, par exemple, si on parle le cas de notre confrère Damis, il ne demande même pas une liberté provisoire. Il demande une liberté de longue durée, de 1 mois ou de 2 mois, pour aller se soigner. S'il se soigne et qu'il est guéri, il est d'accord même pour retourner en prison.
C'est ce qu'il demande, une liberté de longue durée. M. Jean-Claude Bouda a demandé une liberté de longue durée. On lui a donné 1 mois. Et c'est au cours de ça que ses avocats ont continué à demander la liberté. Maintenant, si on a changé de La liberté provisoire. Donc, la Cour d'appel, la juge d'instruction a donné la liberté provisoire, quelqu'un a fait appel, et puis la Cour d'appel a confirmé sa liberté provisoire. Mais ce que nous disons, nous sommes là aussi pour parler d'une manière pédagogique. Vous ne pouvez pas être pour le droit et contre le droit en même temps. Autant M. Jean-Claude Bouda est sous les liens de la prévention, il a quand même des droits. Et il a fait prévaloir ses droits. C'est le juge. Maintenant, si vous pensez que ce que le juge a fait n'est pas correct, tout le monde sait où se trouvent les juges. Vous vous levez avec des gourdins et puis vous partez les frapper. Mais sinon, vous ne pouvez pas être pour le droit. Par exemple, là, le secrétaire général du réseau, le secrétaire exécutif donc, du RENLAC, Sagado Nakadabo, qui par exemple a dit qu'on peut dire qu'on est un peu surpris, mais on comprend qu'en droit, en attendant le procès, la règle c'est la liberté, l'exception c'est la détention. C'est ce que je vous disais. Oui, mais c'est clair. Maintenant, moi je pense que c'est la gestion, parlez pas de communication, mais c'est la gestion de toutes ces questions judiciaires-là, du point de vue de la compréhension des masses populaires, pour ne pas dire du peuple, qui cause souvent problème. Parce que si quelqu'un qui est proche aussi, on le dirait même, c'est un ex-ministre de ceux qui gèrent le pouvoir d'État aujourd'hui, est détenu en si peu de temps, il y a des mécanismes qui lui permettent d'être dehors, même si c'est prévu par la loi. Mais en même temps, il y a des gens qui ont ce cas-là, mais on a vu la dame qui est décédée malencontreusement, Aminata Guelwaret du CDP. Voilà. Donc, je pense que c'est la gestion de tout ça au niveau du judiciaire, la gestion, le rapport de toutes ces questions-là, pour que les gens puissent comprendre. Parce qu'effectivement, comme le doyen l'a dit, il y a des mécanismes qui sont prévus justement qui permettent qu'on puisse permettre à quelqu'un d'aller se soigner ou on permette à quelqu'un d'aller d'être en liberté provisoire et puis de revenir en prison. Est-ce que souvent, ce n'est pas le statut des personnes qui font qu'il y a des débats autour? Sinon, c'est clair que, bon, en justice, une liberté provisoire, est-ce que ce n'est pas le statut qui fait qu'on a l'impression qu'il y a une main politique derrière? Par exemple, quand M. Bouda est sorti, voilà ce qu'il dit. Il dit que vos prières et vos solidarités de toute forme m'ont accompagné durant cette épreuve. Aujourd'hui, la justice a tranché. C'est un sentiment de reconnaissance envers Dieu et surtout à vous. Est-ce que ça n'a pas donné l'impression que c'est la victoire finale? Je vais dire un mot. Vous savez, il faut accepter. Oui. Non, il faut accepter que la vie elle-même, elle est injuste. D'accord. Et ça, je termine, j'explique. La vie même, elle est injuste. Si vous et moi et un ministre, nous arrivons au feu, et j'ai fait l'expérience avant-hier matin, je suivais un véhicule fond rouge ministériel. Il est arrivé, le feu donnait à droite, mais il était rouge, il a tourné à droite. Moi, je l'ai poursuivi. Lui, il est passé, mais on m'a arrêté. Parce qu'il a un fond rouge et c'est une voiture ministérielle. Je dis c'est injuste, mais c'est la vie qui est comme ça. Monsieur Jean-Claude Bouda est un ex-ministre. Monsieur Jean-Claude Bouda n'est pas un vendeur de tapettes au blanc marché. Est-ce qu'il y a une injustice en cela? Non, qui bénéficie de la loi? Non, je vais dire, non, les gens s'excitent parce qu'ils disent que c'est Jean-Claude Bouda, on doit exciter. Non, je dis, dans la vie, malheureusement, c'est la vie qui est comme ça. On n'est pas d'accord, mais c'est comme ça la vie. Kedga va terminer. Moi, je pense que c'est là où je ne suis pas d'accord avec le doyen. C'est que c'est vrai, la vie est injuste. C'est vrai. Mais même, moi, je pose le problème même de l'adaptation de nos institutions, surtout l'appareil judiciaire, par rapport à nos représentations culturelles, sociales, etc. Même s'il y a des réadaptations, j'aimais plaisanter avec les étudiants de droit que le Code civil de 1804 n'a pas été écrit par Boukari Koutou ou bien par un Moronaba ou par un de nos ancêtres. Mais c'est pour dire que c'est vrai, la vie n'est pas juste. Mais à un certain moment, nous sommes en démocratie, nous sommes dans la construction d'un état de droit. Et dans ce processus-là, je pense qu'il ne faut pas aussi créer des situations de frustration. Ce sont les situations de frustration qui amènent souvent... qui nous ramène à la politique de... Alors, est-ce que quand on parle de frustration ici, ça veut dire quoi? Jean-Claude Bouda a bénéficié, j'allais dire, de la loi. La loi dit quand on est malade ou quand on est incarcéré, on peut demander une liberté provisoire, qui est donc la liberté étant la règle et la détention l'exception. Donc, la frustration, c'est à quel niveau? Est-ce que, par exemple, vous demandez à un Burkinabé lambda si c'était un ex-ministre du CDP,
qui était en prison, pendant que c'est le MPP qui gère le pouvoir d'État. Ce n'est pas évident. Et je dis le problème, c'est quoi? C'est que c'est vrai que nous évoluons dans un contexte un peu difficile, et parce que Jean-Claude Bouda a été mis en prison. Mais il a fait quand même 4 mois en prison. Dans un contexte où tout le monde savait qu'il y avait la grogne au sein de la Grande Muette. Par rapport justement la comparaison qu'on faisait entre cette villa qui a été construite, qui a enflammé la toile et autres, et les conditions de vie et de travail sur le terrain, avec des reportages qui ont été faits du côté du Liban. Mais Tchedga, il a fait 4 mois en prison. Est-ce que déjà un ministre tout puissant, ministre de la Défense, qui est très proche du président, du façon on le sait, qui fait 4 mois en prison, est-ce que là déjà ça ne suffit pas pour quand même penser que c'est simplement le droit qui a été dit, que les juges ont dit le droit en fonction des réalités, en fonction de ce qu'il Ça a été fait dans un contexte... je pense que ce qu'il faudra ici éclairer, c'est que la justice judiciaire n'a rien à voir avec la justice sociale, la justice économique et tout. Voilà, je me sens à l'aise pour pouvoir au moins éclairer nos lanternes sur cette question. On l'a dit, ce serait hasardeux un peu de spéculer sur cette libération. Comme je l'ai dit, je n'ai pas eu les motivations réelles. Ça a été décidé. Parce que c'est quoi? Tout le monde a droit à être libéré, que ce soit provisoirement ou définitivement. Qu'est-ce qui a été motivé cela? Parce que quand on lit la décision, ce n'est pas ressorti. C'est pour maladie, semble-t-il qu'il était malade et il a demandé à aller se soigner. S'il semble qu'il a été libéré pour maladie, la question ici... Parce que c'est l'opportunité, en fait, moi j'en viens, c'est l'opportunité aujourd'hui de la libération qui crée un peu peut-être le débat. Parce qu'on se rappelle que des gens ont manifesté à Manga pour dire s'il n'est pas libéré, eux, ils ne vont pas aller voter. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a l'approche des élections qu'il a été fait? C'est ce qui fait penser aux gens. Mais je ne vais pas m'aventurer pour l'affirmer. Est-ce que quand les gens regardent Bouda qui bénéficie de liberté provisoire, il y a un mois seulement, une dame qui a cherché pendant longtemps une liberté pour aller se soigner, elle n'a pas pu, elle est décédée. Et il y a par exemple le journaliste Adama Damis qui est donc en prison, qui demande à être libéré pour se soigner. On a vu aussi des cas, quand on compare un peu, est-ce que ce n'est pas là le problème? J'en viens, voilà pourquoi je parlais justement de l'opportunité. Parce que nous avons dit ici, par rapport à la libération de la dame qui est décédée, nous l'avons dit. Et je me rappelle ce jour, nous avons exposé les conditions dans lesquelles quelqu'un peut bénéficier d'une liberté provisoire ou d'une liberté totale. Aujourd'hui, justement, tous ceux qui sont détenus à la mort, il y en a qui bénéficient de liberté provisoire ou même définitive sans qu'on en fasse un grand bruit. Mais la question ici, c'est d'abord que c'est un ancien ministre, son arrestation a fait du bruit. Aujourd'hui, le contexte, nous sommes à quelques jours de la campagne électorale. On sait qu'il n'est pas n'importe qui aussi dans le parti majoritaire. Est-ce que ce n'est pas... Ce sont ces questions qu'on se pose. Tout à fait. Mais comme je l'ai dit là, c'est une décision de justice. Moi, je suis juriste, je suis un praticien du droit. Ça fait que je ne m'aventure pas totalement là-bas. Non, nous ne parlons pas du de la décision, mais des conséquences dans la société, justement, la perception que les gens ont. Exactement. Les conséquences, justement, la première conséquence, c'est que les gens peuvent penser qu'il y a une justice à 2 poids 2 mesures. Lorsque certains, comme les Damis, par exemple, demandent à être libérés provisoirement pour aller se soigner et qu'ils ne sont pas. L'autre conséquence qu'il peut avoir, parce que c'est la perception aussi de la société. La justice aussi, c'est une question de sentiment social. D'accord. Merci. Lengani, sur cette question, une justice à double vitesse ou tout simplement le droit a été dit ici, tel que c'est la cour d'appel qui confirme et qui laisse en liberté. Je précise, selon l'avis donc des techniciens, aujourd'hui on parle plus de liberté provisoire, on parle de liberté, parce que c'est le terme qui est aujourd'hui consacré dans les textes. Par le passé, c'était liberté provisoire. Donc il est en liberté pour faire des maladies. Pour faire des maladies. Bon, cette affaire est quand même alambiquée. Alambiquée parce que, comme l'a dit Paz, au-delà du droit, il y a l'environnement. Le droit, ce n'est pas en l'air. Ce n'est pas accroché, c'est au regard du contexte. Et on l'a dit ici plusieurs fois, l'application de la loi ou du droit est fonction du rapport de force dans la société. Et je suis tout à fait d'accord sur 2 points avec André Eugène lorsqu'il dit, 1, la détention, c'est l'exception et la liberté, c'est la règle. Ça, c'est une règle qui doit être permanente et absolue pour tous les citoyens. La détention, exception, l'incarcération, l'exception. Ça, c'est d'un. Et de 2, il dit aussi que, bon, nous sommes dans une société, qu'on veut ou non, c'est comme ça. Si le puissant est puissant, il est puissant. Si tu es vendeur de tapettes, tu ne peux pas vouloir te comparer dans le droit à un ministre.
Ça c'est la réalité. Mais la Constitution dit que les Burkinabés naissent libres et égaux en droit. Oui. Le dire ici, c'est vraiment, j'allais dire, faire l'apologie d'une justice à double vitesse. Est-ce que tout le monde n'a pas le droit au même titre dans la société, dans un état des droits? Non, moi, je pars, je ne rêve pas, moi, je pars sur le concret. La Constitution, tout le monde la connaît. Si la Constitution était respectée, le Burkina Faso ne serait pas aujourd'hui à 80% occupé dans une situation d'insécurité totale. C'est bien parce que le chef d'État lui-même ne garantit pas ça qu'il y a cette situation. Donc, laissons la Constitution de côté et voyons les réalités. Et ces réalités sont claires que M. Bouda a été libéré au lieu que ce soit M. Damis, parce que M. Bouda a des puissants, des amis au niveau des puissants, au niveau de la justice. Point barre. Ça, c'est clair. Sinon, Damis est malade. Depuis très longtemps, son mal est connu comme étant extrêmement dangereux, pouvant déboucher sur l'irréparable à tout moment. Il demande la permission d'aller se soigner, il ne l'a pas. Un ministre qui vient d'être incarcéré, 4 mois, c'est beaucoup. Je ne dis pas qu'il faut incarcérer Bouda. Non, ce n'est pas ce que je dis. Je dis les justiciables qui sont dans la même situation que Bouda doivent bénéficier des avantages que Bouda a eus. Moi, je ne veux pas que Bouda le retourne en tôle. Merci. Et je dis en même temps, s'il vous plaît, c'est extrêmement important ce que Paz a dit. Manga a manifesté pour dire si Bouda n'est pas d'accord, n'est pas libéré, non, on ne vote pas MPP. Ça, on l'a entendu. Mais est-ce que c'est pour ça? Je vous en prie. Ensuite, on sait aussi, comme l'a dit Kientga, qu'au moment où Bouda était arrêté, la grande muette, on entendait des bruits de la grande muette. On ne peut pas tolérer qu'un tel bâtiment soit conçu par notre ministre, alors que nous manquons du minimum d'armes pour sauver nos vies, n'en parlons pas sauver la nation qui est en danger. Et donc, c'est pour ça. Oui, mais c'est pour ça. Je termine. C'est pour ça que ce qui est arrivé à Bouda est arrivé. Donc, en analyse très simple, Manga a eu raison sur la grande muette. D'accord. Merci. Juste pour faire comprendre que M. Bouda, ça, ce sont des analyses qu'on fait, mais la justice l'a donc mis en liberté parce qu'il a demandé, il en a profité. Merci. On va continuer de parler du fichier parce qu'on a pris un peu. Si des téléspectateurs appelaient sur le sujet, on reviendra dessus. On va parler de l'audit qui vient de se passer à la CENI. L'audit international qui a été demandé par l'opposition, disons par l'ensemble de la classe politique, a été effectué. Et on sort avec un document, un résultat qui, on va dire, il n'y a pas grand-chose à fouetter un chat. Mais écoutez, on aurait pu dire tout ça pour ça. Je crois que quand c'est bon, c'est bon. Je crois que l'autre là, Nab, Newton Ahmed Bali, avec son équipe, fait du bon travail. Il faut leur rendre justice. Si vous avez lu les recommandations, d'abord le fichier, ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils n'ont pas trouvé ce qu'ils avaient trouvé, les 1000 et quelques. L'équipe avait déjà trouvé ça, il a déboulonné les gens. 1 million. Les doublons, c'était de l'ordre de 1 million. Oui, mais la CENI avait déjà fait le travail, les avait trouvés, les avait enlevés. Je crois que le fichier, en quelque sorte, l'audit nous a dit, vous avez un fichier qui est à peu près propre. On vous fait des recommandations pour améliorer. Mais même si les gars partaient en avance, quand il est arrivé à Newton Ahmed Bali, il a fait des propositions pertinentes pour améliorer le système même du vote et que même les politiciens ont rejeté. Par exemple, il a demandé à ce qu'il n'y ait pas double chose. Si vous regardez, si vous êtes intéressé par ce que le travail que la CENI fait et tous les coûts que ça nous coûte, ce fichier électoral, mais vous avez envie de jeter le tout à la poubelle. Et pour dire que les politiciens ne peuvent pas continuer de nous faire ça. Pourquoi on doit avoir la question biométrique? Vous savez que c'est en Afrique qu'il y a la question biométrique. Vous partez en Europe, il n'y a pas de question de fichier biométrique. Non. Pourquoi vous avez une carte d'identité qui est valable pendant 5 ans et qui peut être renouvelée, et puis vous devez avoir une carte d'identité, vous devez avoir une carte d'électeur, etc., etc. Il a proposé des réformes qui auraient pu nous aider à économiser beaucoup d'argent. Mais vous savez que la politique et les élections, c'est un business pour les politiciens eux-mêmes. Ils gagnent beaucoup d'argent en partant faire la politique et en partant faire les élections. Et lui, il veut mettre une multiplication sur le gombo des gens. Et ceux qui avaient même affaire, ceux qui avaient le droit de dire oui, allons comme ça, parce que nous tous, on va gagner,
comme tout le monde, ce sont des potentiels fraudeurs. André Jeune, quand on écoute bien Oui. Les propositions qui ont été faites au départ par le président de la CENI, Oui. et les doutes Oui. ou les suspicions de l'opposition, aujourd'hui avec le fichier, tout le monde a un avis assez clair et précis sur la question aujourd'hui. Donc il n'y a plus de problème. Oui, c'est pourquoi j'ai dit, il est arrivé, de toutes les façons, dans les politiques, le drame des politiques, c'est que tous sont de potentiels fraudeurs. Et comme tout le monde est potentiel fraudeur, ils pensent que les autres aussi vont frauder. Donc, ils n'ont confiance à personne en n'étant même pas confiance en eux-mêmes. Sinon, si vous regardez, c'est pourquoi je dis qu'il faut rendre à la CENI la justice. Si vous regardez le travail que les gens font à la CENI, si vous voulez quelque chose qui est propre, on peut arriver à quelque chose de propre et économiser beaucoup d'argent. Aujourd'hui, vous prenez même la question, la loi sur les élections électorales. Vous voyez des gens qui arrivent sans le sou et qui sont... La loi les accorde. C'est pourquoi, encore une fois, j'ai dit, il faut faire en sorte, et j'aurais cru que les nouveaux qui arrivent là pour la présidentielle, qui savent qu'ils ne vont pas être élus, ils auraient pu rire dans les brancards pour que beaucoup de choses changent dans le cours électoral. Par exemple, vous avez des gens qui arrivent et ils vont se partager comme 2 millions, 280 millions. Ça veut dire les 25 millions qu'ils ont remis, ils vont les récupérer aussitôt après. D'accord. Et puis, je termine par exemple l'élection législative. Vous avez des gens qui vont faire leur gombo avec ça. Vous partez, vous constituez des listes dans les provinces et vous venez récupérer un pactole. Je veux dire, les élections sont un grand business pour les politiciens. Et les citoyens ont le droit et le devoir de faire arrêter ça. Pasienne, sur ce l'audit, est-ce que l'audit va concerner tout le système, je veux dire le système électoral, tout le processus, ou uniquement là, quand on regarde, c'est uniquement le contenu du fichier? On va dire que c'était essentiellement le contenu du fichier, plus ou moins. C'est un document d'une 60aine de pages qui a été livré donc en guise de rapport. Et il faut rappeler que l'objectif d'un audit, c'est pas de dire que le fichier n'est pas bien autour. Ce n'est pas parce que les gens se sont nécessairement plaints qu'il y a eu l'audit. La CENI même fait souvent des audits internes, parce que quand vous menez une activité, il y a des audits internes que vous faites. Oui, mais ici, on est dans un audit international parce que la CENI soupçonnait, peut-être la CENI et l'opposition soupçonnait la CENI. L'opposition a soupçonné, mais pas simplement l'opposition, parce que les autres aussi, la CENI l'a voulu. Parce que vous savez que si, c'est pas parce que ça a été exigé uniquement par l'opposition que ça a été fait. L'opposition l'a voulu. Et aujourd'hui, donc, on arrive à des résultats plus ou moins qui sécurisent notre fichier électoral. Ça, c'est le premier résultat. Et qui donne au moins une bonne opinion sur notre fichier électoral. Premièrement, les 1 545 000 ou 550 000 doublons qu'il y a eu, qui ont pu donc être évacués par la CENI, les quelques imperfections qu'il y a eu, parce que quand on regarde à l'intérieur du fichier, je pense qu'il y a près de 8 000 personnes dont les filiations n'ont pas été enregistrées sur le fichier, à peu près 11% du fichier. Il y a également les 1500 et quelques personnes dont les dates, on va dire, d'enregistrement n'étaient pas trouvées parce que c'est dû à une erreur du système, parce qu'au niveau de la datation, à peu près. Mais ça n'entend pas nécessairement la crédibilité donc, du fichier électoral. Aujourd'hui, donc, c'est une CENI qui sort grandie. Mais ce qui est le plus important ici, ce sont les recommandations qui sont sorties donc, de cet audit, parce que le plus important, c'est d'améliorer ce qu'on a. Et parmi les recommandations, je sais que nous l'avons proposé en son temps, et ils sont revenus là-dessus. Pourquoi pas avoir donc la carte d'identité burkinabé comme document unique de votation. La carte d'identité est suffisamment fiable. Oui, c'est ce que les auditeurs ont recommandé. Ils ont même pour avoir recommandé un fichier plus permanent. Mais ils ont aussi recommandé, par exemple, la refonte, parce que ici, la CENI ne peut que faire des révisions exceptionnelles. Mais la CENI ne peut pas refonder donc les morts qui sont à l'intérieur, par exemple. On parle de 320 000, on parle à peu près de 300 000 cas, en tout cas, de personnes décédées qui sont dans le fichier. Donc la CENI n'a pas d'autres moyens d'expulser, donc il ne peut pas refondre. C'est l'une des faiblesses qui est ressortie donc de cet audit-là, c'est que la CENI n'a pas un pouvoir réglementaire étendu. Vous savez, par exemple, quand on parle de la révision des listes, la loi prévoit que ce soit annuel. Mais c'est d'abord adopté en Conseil des ministres et le ministre en charge de l'administration territoriale prend le décret et l'arrêté pour le faire. Ça veut dire que la CENI, même quand on la présente comme indépendante, demeure toujours dépendante donc, du pouvoir réglementaire, du pouvoir législatif, exécutif plutôt. C'est pour dire qu'il faudrait qu'on puisse donner une large marge de manœuvre à la CENI, de sorte à ce qu'aujourd'hui la CENI puisse préciser d'abord même le sens de loi. Aujourd'hui, c'est le ministère en charge de l'administration qui prend des arrêtés pour préciser le contenu des lois. La CENI n'a pas cela. La CENI ne peut que prendre des mesures pour l'exécution.
Et on a aussi proposé au niveau de la CENI qu'on puisse la constitutionnaliser. Ça a été proposé d'une façon ou d'une autre. Parce qu'aujourd'hui, quand la CENI dépend trop directement, il faut qu'on prenne un décret pour appeler les gens à aller réviser. Il faut qu'on prenne un décret pour fixer la date des élections. Pourtant, si on permettait à la CENI, vu déjà que la Constitution prévoit des dates, la CENI pouvait donc, quand l'échéance arrive, prendre des arrêtés pour convoquer les gens pour les inscriptions sur les listes électorales, prendre des décrets ou des arrêtés pour convoquer les gens pour les élections, de sorte à ce que ça ne dépende pas seulement de la volonté du pouvoir exécutif. D'accord. Lengani, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le brouillard est dissipé? Il y a une CENI, donc un fichier électoral qui, normalement, ne doit pas poser de problème. Tout le monde est rassuré. Bon, vraiment, la compétition peut aller sans problème aujourd'hui. Ouais, j'avoue que moi, j'ai un petit problème quand même avec ce que j'entends. Quand je pense à ces provinces qui n'ont pas pu s'enrôler et qui ne vont pas voter, quand je pense à ces millions de Burkinabés qui ne pourront pas exercer leur droit de vote et que c'est la CENI qui est chargée d'organiser, mettre tout ça en musique, je suis étonné d'entendre qu'il faut applaudir à bras rompre parce que le fichier est propre. Mais je ne pense pas que ça ait été dit ici. Il y a des insuffisances. C'est ce qu'on me dit. Notamment André Eugène qui me dit bon, il faut. Sinon, je pense que c'est ressorti. Est-ce qu'il revient à la CENI? Est-ce que l'élection est organisée par la CENI, mais tout ce qui est cadre réglementaire et tout ce qui est décision juridique vient du gouvernement. Ce n'est pas la CENI. C'est pourquoi je pense qu'il ne faut pas voir l'affaire la CENI seule. La CENI seule n'est pas responsable du vote au Burkina Faso. Comme l'a dit Paz, effectivement, elle est indépendante entre griffes. Mais il y a des actes qu'elle devrait pouvoir prendre pour assurer la transparence, et, la célérité, tout ça, mais qu'elle ne peut pas prendre. Quand c'est le pouvoir qui décide des dates, quand c'est le pouvoir qui décide de ce qu'il faut faire, etc., là, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, là, je suis tout à fait d'accord qu'il faut revoir, effectivement, pour permettre la CENI d'être beaucoup plus autonome. Étant entendu que personne n'est libre totalement, même les institutions ne le sont pas, il y a quand même des systèmes qui permettent de contrôler les uns et les autres. Mais je dis, concernant le contrôle lui-même qui a été effectué, il faut, avant de féliciter la CENI, féliciter l'opposition qui a exigé et obtenu, avec l'accord de la CENI, que ce truc-là ait lieu. Et ça permet effectivement de tranquilliser les uns et les autres par rapport à ceux qui sont inscrits. Parce que ce que tout le monde sait et qu'on ne dit pas, c'est que tout le monde a peur du gendarme. C'est-à-dire la peur du gendarme, le fait qu'on ait audité, a peut-être permis, je n'en sais absolument rien, mais en tant qu'analyste, je suppose que c'est possible, qu'il y ait des calculs qui aient été faits par en dessous et qui ne sont pas mis en œuvre parce que justement, on sait aujourd'hui, effectivement, combien de votants il y a, par circonstance, etc. À cause de ce contrôle-là, des gens, des petits malins, ne peuvent plus se permettre de faire ce qu'ils avaient éventuellement prévu de faire en termes de fraude. Donc, il faut déjà remercier l'opposition pour avoir eu cette idée et la CENI de l'avoir mise en œuvre à travers ce contrôle international. Quelqu'un prend la parole et André va terminer. Non, je pense que par rapport à l'audit, c'est déjà un grand pas du point de vue donc, de la fiabilité. Mais maintenant, ça n'a pas forcément, de mon point de vue... c'est pas un chèque en blanc? Oui, justement, tout le monde sait que, on se rappelle, en 2015, je crois que c'est l'UPC, je crois toujours, qui avait dénoncé donc, des fraudes qui étaient en train donc, de se perpétrer. Je crois que c'était du côté de la Padoue, vers la Padoue, et ça avait été réglé à l'époque. C'est pour dire qu'au-delà donc, du fichier électoral, la crédibilité des élections aussi, quoi qu'on le dise, c'est surveillé au niveau international. Et au niveau international, le fichier électoral compte beaucoup dans l'appréciation donc, du processus électoral. Et je pense que ce qui même a motivé la CENI donc, à accueillir à bras ouverts donc, cette démarche de l'opposition, c'était justement aussi de montrer... Pour montrer patte blanche. Voilà, patte blanche à l'opinion internationale. Maintenant, sur le terrain, comment ça se passe,
Comment donc le processus électoral va se passer, c'est autre chose. Ce qui est sûr, les fraudes, naissent dans les intentions des uns et des autres. Si les concurrents veulent frauder, trouveront peut-être des moyens d'autres de frauder. Mais justement, Twins l'a dit, le mensonge, c'est les statistiques, c'est les chiffres, on sait comment ça se passe. Même le fichier le plus sécurisé au monde, on peut contourner ce système-là. Non, pour le dit du fichier électoral, il faut féliciter 3 parties. L'opposition qui a fait la demande, le pouvoir qui a accepté, qui a dit oui, allons-y, nous on n'est pas contents. Et la CENI qui a dit on vous a cru à bras ouverts. Je crois que les 3 là, on ne peut pas féliciter un et laisser l'autre. Et quand c'est bon, il faut dire que c'est bon. Les 3 se sont mis d'accord. Mais j'ai dit le mérite revient à la CENI d'avoir fait un travail qui est propre et que les gens ont reconnu au moins assez propre. Parce qu'ils auraient pu faire du travail qui est sale et les correcteurs arrivent et ils disent que la copie c'est 0/20. D'accord. Je termine. Non, attendez, je termine, s'il vous plaît, si vous permettez, je termine. Non, ce que je voulais dire, ce que je voulais terminer. Ça veut dire que la CENI est venue, elle a fait des propositions de réforme. Mais on ne va pas revenir sur ça, André. Mais ce que je voulais terminer, c'est par exemple, on a parlé du cas de la fraude. Par exemple, ce qu'il faut continuer à dire à la CENI, c'est que si la CENI veut que les gens ne fraudent pas, il y a un moyen presque unique pour empêcher la fraude, même avec le fichier électoral. C'est la question de l'encre indélébile. D'accord. Mais il y en a plusieurs, il n'y a pas que l'encre indélébile, il y a l'encre indélébile. J'arrive. Ça veut dire... Je suis allé. Il y a plusieurs façons de le faire. Il faut accentuer le contrôle, peut-être. Il faut accentuer le contrôle, mais le fait même que les gens votent 1 fois, 2 fois, 3 fois là, déjà, il faut barrer. Je suis allé 1 fois en Allemagne et j'ai vu les votes. Ça veut dire que les gens, une fois qu'ils mettent leur doigt dans l'encre et que l'encre touche l'ongle, tant que l'ongle ne repousse pas, on ne peut pas laver. Mais au Burkina, les échéances passées, l'encre était indélébile. Non, la qualité de l'encre était quand même reconnue. Moi, j'ai voté. Et quand je suis sorti du bureau de vote, j'ai pris mon doigt, j'ai frotté sur le sable devant la porte, et puis l'encre est partie. D'accord. Donc, ce qui est important à relever dans le fichier, c'est que nous savons que le fichier biométrique a commencé en 2012. Parce qu'on est en son temps, on avait 51% de femmes. En 2020, lorsqu'il y a eu donc le nouveau recensement, il y a eu 42%. Si bien qu'au total, on se retrouve donc avec 47% de femmes. Donc ça aussi, c'est l'une des faiblesses qui sont ressorties de ce fichier. D'accord. Et même que les jeunes aussi, la tendance à baisser au niveau des jeunes. Merci à vous. On va parler de la Guinée. Là-bas, bon, question électorale, toujours, il y a un rapport. Crise électorale, en tout cas, c'est une crise post-électorale parce qu'aujourd'hui, on a deux candidats qui se proclament donc gagnants. On a Cellou Dalein Diallo, donc l'opposant, chef de file de l'opposition, qui réclame avoir obtenu 53,84% des voix, alors que Alpha Condé a été aussi déclaré avec 59,43% du suffrage. Donc on est pratiquement dans une situation assez complexe. On parle déjà de 27 morts, en tout cas c'est ce que l'UFDG, le parti donc de Dalein Diallo a déclaré, 27 morts, 200 blessés. Lui-même est aujourd'hui mis en résidence, il est séquestré, dit-il, avec sa famille et tout. Alors, Kedga, le cas en Guinée, d'un 3e mandat qui finit dans ces conditions également, ou qui crée d'autres conditions de crise post-électorale. Oui, ça pose en même temps le problème aussi donc, du processus, comme on parlait ici du processus électoral. Mais aussi, il faut dire que bon, c'est quelque chose qu'on ne pouvait pas éviter. Ce qui se passe en Guinée, je pense qu'il y a beaucoup d'observateurs qui avaient déjà alerté. Et je pense aussi qu'il n'y a pas eu suffisamment de travail qui a été fait sur le terrain pour empêcher ce qui est en train de se faire. Mais maintenant, il y a des instances, donc, de mon point de vue, qui devraient se saisir de cette affaire-là, même si c'est au plan sous-régional, pour rapidement dépêcher une mission en Guinée pour essayer de voir comment rapprocher les positions et voir s'il y a des outils donc, il y en a, les outils de recomptage, mais également vérifier donc, effectivement ce que les uns et les autres disent. D'accord. Patien ? Oui, déjà, on va dire quoi ? Triste Afrique qui se donne encore un spectacle au monde entier. Vous voyez, c'est triste qu'à chaque fois qu'en Afrique, qu'il y ait des élections, qu'on arrive toujours à ces crises-là. Ce n'est pas bien pour notre image. Et hier soir, je me posais la question, je me dis, mais attendez, est-ce que, franchement, cette démocratie-là est la bonne même pour nous ?
Parce que si à chaque fois on doit assister à ces crises, c'est triste. Il est vrai, j'aurais aimé que le procès Alpha Condé ne se présente même pas aux élections. J'aurais aimé qu'il y ait donc alternance. Il a déjà fait 10 ans qu'il laisse place à quelqu'un d'autre. Mais je n'ai pas du tout aimé l'attitude de Cellou Dalein Diallo. Cellou Dalein Diallo n'est pas la personne indiquée pour publier les résultats avant que la commission chargée de le faire le fasse. Or, on a vu, dès le lendemain donc, des votes, Cellou Dalein Diallo a été le premier à sortir pour annoncer qu'il a gagné. Oui, mais ils ont demandé, ils ont en tout cas annoncé qu'ils vont saisir le Conseil constitutionnel avec toutes les preuves qu'ils ont. Justement, en fait, voilà ce qu'il y a. J'aurais aimé. Donc, dès qu'il arrive, par exemple, au lendemain des élections, on se calme. On ne sort pas directement pour crier victoire, parce qu'on n'est pas la personne. Imaginez si tous les candidats sortaient pour le dire. Ça allait donc être un affrontement au sein. Donc, j'aurais aimé qu'il attende que la commission déjà publie. Il n'est pas d'accord, il va saisir. Parce que déjà, c'est quoi? On a remarqué que dès le lendemain, la crise a commencé. D'accord. On va prendre notre première téléspectatrice, Madame Chantal Koulidiati, appel de Bobo Dioulasso sur la libération de l'ex-ministre Jean-Claude Bouda. Bonjour, Madame. C'était pour intervenir par rapport à la libération de l'ex-ministre Bouda. D'accord. Allez-y. Déjà, prompt rétablissement, mais je voudrais, pour mon avis, il faudrait peut-être repenser la justice. Il faudrait repenser à une justice un peu plus sociale. Et en ce qui concerne les cas présentés ainsi, pour moi, le Burkina Faso est un pays à part entière, différent des autres nations, et surtout que le droit, on peut le dire, a été copié. Mais il se trouve que nous sommes des Africains et nous devons repenser notre justice sociale, repenser notre droit de telle sorte que nous ayons une justice plus sociale et préserver l'intérêt de la nation. Et en ce qui concerne même le poste de ministre, il serait intéressant de permettre au ministre de prêter serment. Il serait encore intéressant, s'il y a lieu, de trouver des stratégies pour permettre à ces autorités-là, à la fin, une fois que la personne n'est plus ministre, que la personne ne se retrouve pas dans des difficultés. Parce que nous savons que le Burkina Faso est une nation qui aime beaucoup la paix. Nous avons un grand amour pour la paix. Et si nous avons la paix, ce n'est pas parce qu'on est différent des autres pays, c'est parce que nous avons ça dans notre sang. Donc on peut repenser. Et pour terminer, pour ce qui concerne le cas d'Amis, là, on souhaite vraiment une intervention et qu'il puisse être libéré et que ça soit qu'on puisse repenser. S'il y a des cas comme ça dans les prisons, qu'on puisse permettre à ces gens-là aussi de les libérer pour qu'ils aillent se soigner, pour préserver toujours l'intérêt national et véritablement vraiment repenser une justice plus sociale. Madame, quand vous dites justice plus sociale, vous voulez dire justice plus humaine ou plus humaine à l'africaine, vous voulez dire? Voilà, c'était là mon intervention. Oh, d'accord. On a voulu un peu interagir, mais bon. D'accord. Non, pour la question de la Guinée, j'aurais même pu intervenir aussi sur ce que la dame a dit, mais je vais terminer pour la question de la Guinée. Vous savez, tout le monde dit la loi, c'est un rapport de force. La politique, c'est une entente entre ceux qui sont dans les politiques là pour s'arranger quelque chose. On aurait aimé, par exemple, que l'Union africaine dise aux gens: vous ne pouvez plus modifier votre constitution si on a dit telle chose. Mais vous pensez les syndicats des présidents allaient se dédire entre eux? En Guinée, vous voyez M. Alassane Dramane Ouattara, en Côte d'Ivoire, aller lieu contre M. Alpha Condé. Peut-être le jeune de Guinée-Bissau peut lieu contre là. Mais ce sont des gens qui se tiennent entre eux et qui se protègent entre eux. Il n'y a qu'une fois que la force va aller du côté du peuple et où on va barricader les choses, parce que c'est le dialogue. Et s'il se tait, M. Condé va se proclamer vainqueur, même si on pense qu'il n'a pas gagné. Dans les choses, normalement, de toutes les façons, la CENI allait proclamer le résultat provisoire. Et maintenant, à partir de ce moment, les acteurs, ceux qui étaient en compétition pas d'accord peuvent maintenant. Non, mais attendez. Là, il a commencé tôt, avant même que. En Côte d'Ivoire, vous avez un président du Conseil constitutionnel
qui proclame quelque chose et qui part se mettre à l'abri parce qu'il craint pour sa vie. D'accord. Mais il aurait pu avoir le courage de ne pas dire ce qu'il n'a pas envie de dire. Je vais dire, vous êtes dans une justice où les gens, c'est ceux qui sont les plus forts qui vont faire la loi. On va prendre notre deuxième téléspectateur, M. Ilboudo Lamoussa François, sur le fichier électoral. Oui. Très rapidement, M. François. Aujourd'hui, je vais parler de notre fameuse audit de notre CENI. D'accord. Bon, avant même tout propos, j'aimerais demander à la CENI d'enlever mon nom dans la liste. Parce que depuis que... C'est pas ici qu'on le... Monsieur Lamoussa, Monsieur Ilboudo, Monsieur Ilboudo, ici, ce n'est pas la voie de la requête. Si vous avez à demander à la CENI, si vous avez à demander à la CENI, il faut adresser une requête directement à la CENI. Bon, ici, nous faisons des débats. Dire, c'est quelque chose. Dans un climat pareil, où on ne peut pas, où une partie de la population ne peut pas participer aux élections, comment la CENI a pu faire ces audits? Et ceux qui étaient dans les provinces dites en crise, ils ont tenu compte de ces gens dans les audits ou pas? Ça, c'est la première question. Deuxième question, est-ce que actuellement, on ne sait pas que la situation évolue? Si d'ici là, demain Bobo ne peut plus voter, on tient compte de cette liste ou pas? Donc, personnellement, je pense que tout ce qui a été fait, c'est du théâtre que tout le monde a bien apprécié, même si on est dans une situation où ce genre de choses, pour moi, quand je regarde, ça n'a pas lieu d'être, c'est du théâtre inutile. Ce qui devait nous préoccuper, c'est comment faire d'abord pour sécuriser notre pays. Et ça, c'est pas... Quand on dit, il n'y a aucun système de fichier. Moi, je suis informaticien et je vous dis qu'il n'y a aucun système informatique qui ne peut pas être piraté, qu'on ne peut pas déjouer. C'est pas possible, il n'y en a pas. Ça n'existe pas. D'accord. Donc, Monsieur Lamoussa, mais personnellement, dans une situation pareille, moi, ça me met mal à l'aise. Merci. D'accord. Monsieur Lamoussa François, juste pour dire que le fichier, l'audit a porté sur le contenu du fichier. Donc les 6 millions de personnes inscrites depuis 2012. C'est depuis 2012 qu'il y a... voilà. Donc tout ça, c'était pour voir s'il y a des personnes inscrites doublement, s'il y a des anormalités, etc. C'est ce qui a été audité. Maintenant, quant à ceux qui votent ou ne votent pas, ça c'est une autre... Lengani n'avait pas pris la parole parce qu'on est presque au thème de l'émission. Oui, je voudrais dire que je suis tout à fait d'accord avec Ilboudo sur tous ces points de vue, sauf le premier, il demande de ce qu'on mais ça, c'est pas ici qu'on fait les requêtes. Sur le cas de la Guinée, je crois que on en veut à Céline Diallo pour rien. Si vous vous rappelez, en 2015, Zéphirin n'a pas attendu que la CENI dise quoi que ce soit et a appelé Europe pour le féliciter. Ou bien contre l'avis même des gens de quand c'est comme ça, ça va dans le sens de l'apaisement. Dans le cas de Céline Diallo, il revendique quelque chose de contraire. Oui. Donc là, ça va dans le sens de l'attention. Oui. Mais pourquoi dans le sens de l'attention? Lui, il veut sécuriser ses militants. En disant ça, il dit à ses militants, écoutez, j'ai gagné, restez tranquille. Mais s'il y a des grabuges, c'est les autres qui vont faire le grabuge. Donc je dis que... Est-ce que c'est à comparer vraiment? Ces deux situations sont comparables. C'est à comparer. Parce que là, le président Zéphirin, candidat, a reconnu sa défaite, il allait féliciter l'autre, c'est un acte d'élégance politique. Ici, vous avez quelqu'un qui dit, voici mon score, il sort un score, qui doit être plutôt... Et donc, c'est ça Condé d'appeler Céline Diallo pour dire, je le connais, vous avez gagné, il n'y a pas de problème. Mais pourquoi est-ce que ça doit être l'opposition chaque fois qui doit perdre? C'est ça mon problème. Pourquoi c'est l'opposition qui doit chaque fois aller féliciter l'autre? Bon, alors, et dans ce cas-là, je dis... dommage, comme l'a dit Paz, c'est vraiment l'Afrique francophone qui se trouve chaque fois dans le même pétrin. Mais là, Alpha Condé, de mon point de vue, n'a pas trop. Il profite d'une situation de fait qu'elle est là. D'accord. On prend notre dernier téléspectateur, M. Ouedraogo Seydou de Ouagadougou, sur les 13 candidats à la présidentielle. Allô? Oui, bonjour, M. Ouedraogo. Allô? Bonjour, M. Ouedraogo, on vous entend très bien. Oui, bonjour, M. Lukman. Bonjour. Bon, je ne vous entends pas très bien, mais bon, je vais essayer de parler quand même. D'accord, allez-y. Je voulais revenir sur le premier point, les 13 candidats ont été retenus. D'accord, allez-y. De façon générale, je vu compte que chaque fois on s'est focalisé sur la question de M. Zida. D'accord. Et les deux j'allais dire, dernières émissions, ça a été ça, et on revient sur ça, on fait un long développement. Bon, moi, je me suis dit que non, la question n'en valait pas la peine. Parce qu'à partir du moment où la Cour constitutionnelle
le Conseil constitutionnel plutôt a délibéré. Moi, je pense qu'on devait s'en tenir là, parce que bon, c'est des érudits en matière de comment on appelle ça, en fait, des questions liées aux élections. Alors, les décisions extrêmes. Peut-être que je vais faire une petite référence. Vous savez qu'en 2015, il y avait le président Roch Kaboré à l'époque qui était candidat et que les gens spéculaient sur le fait qu'il avait prononcé une phrase par rapport à l'article 37 qui disait en substance que c'était antidémocratique. Après avoir prononcé cette phrase-là, l'eau a coulé sous les ponts. Et à la fin, il a été déclaré éligible. Alors il a été retenu comme candidat. Et les spéculations se sont arrêtées net. Moi, je pense que pour la question aussi de Monsieur Ouedraogo, dans ce que nous disons ici, ce n'est pas la décision du Conseil constitutionnel qui est ici analysée. Nous analysons le fait politique. Donc, M. Zida est un acteur politique. Peut-être qu'il a la chance parmi les autres d'être l'objet de beaucoup d'analyses, et vous comprendrez pourquoi. Et ça, ce sont des analyses. On ne peut pas s'en tenir uniquement à la décision du Conseil constitutionnel sans faire des analyses politiques tout autour. Donc, vraiment, comprenez que ce soit ça qui est en jeu. Je voulais intervenir assez rapidement sur la question de mon frère Il Boudou, le Moussa François, sur la question du fichier. On a audité le fichier, ce n'est pas autre chose que l'on a fait. Par contre, on se rappelle qu'il y a des citoyens qui ont attaqué le cours électoral dans le fait qu'il excluait d'autres Burkinabés. Lui et moi, nous nous sommes tous là-dessus. Ils n'ont pas eu notre soutien. Si nous, en tant que citoyens, on pensait que ceux qui ont attaqué le cours électoral avaient raison et qu'on faisait du ramdam à leur côté pour dire que ce n'est pas possible que des Burkinabés excluaient d'autres Burkinabés. Pour faire, peut-être que ça allait changer, mais du moment où ça nous arrange, nous qui sommes à Ouagadougou, on a exclu d'autres Burkinabés, mais tant qu'on ne m'a pas exclu, moi je ne dis rien. Ce qu'il faut rappeler, c'est que tant qu'une injustice pèse sur la tête d'une seule personne, c'est toute l'humanité qui est en danger. Moi, j'aurais aimé que les Burkinabés disent « nous ne pouvons pas laisser les terroristes s'accaparer de notre territoire ». Ce n'est pas seulement la question des politiques. Merci, on va passer la parole à Ketga, qui est notre nouvel invité. Voilà, moi je pense que pour ce qui se passe en Guinée, et de façon globale en Afrique francophone, comme les doyens l'ont dit, c'est que nous devons comprendre que nous nous étonnons des gens qu'on n'a plus du temps à préparer. On a préparé des gens dans leurs agissements, dans leur façon de conduire les affaires de la cité. Quand vous voyez des ministres qui détournent, ça veut dire tout simplement qu'il y a des mécanismes et que dans la société, il y a un certain nombre de valeurs morales et spirituelles qui favorisent ces détournements-là. Donc, je pense que même au niveau politique, ce qui se passe dans les guerres, dans les guerres post-électorales, etc., comme ce qui se passe en Côte d'Ivoire, je pense que notre système politique doit évoluer quand même. D'accord. Un téléspectateur a dit qu'on s'attarde beaucoup sur le cas Zida. Il ne comprend pas que depuis 3 émissions, on en parle. Oui, mais moi je pense que Zida a joué un rôle ces 5 dernières années, même pour l'ascension même du président Roch-Marc Christian Kaboré. Oui, d'accord, pas seulement de ça, mais il parle de ce qui est les faits aujourd'hui, ce qui est là aujourd'hui. Parce que c'est le seul candidat justement qui n'est pas au Burkina et ça intrigue qu'on ait un potentiel président du Faso qui ne soit pas là. J'ai terminé peut-être pour M. Ouedraogo qu'en journalisme on dit que quand on dit qu'un chien a mordu quelqu'un, ça n'intéresse personne. Mais le jour qu'on dit que l'homme a mordu le chien, ça devient une grosse affaire. Donc ici, c'est ça. La vieille dame a mordu le chien, merci. C'est ça la nouvelle. Merci à tous qui nous avez suivis. Merci à vous, chers invités. Merci à ceux qui ont appelé, Mme Koudiati de Bobo, M. Il Boudou Lamoussa, M. Seydou Ouedraogo. On est au thème de cette émission. Merci en tout cas de nous avoir suivis. J'étais avec Blaise Ketga, est sociologue et les journalistes à Horizon FM, ancien directeur donc, de TVZ. Merci d'être passé. Lengani Isaka, directeur de publication de L'Opinion, qui paraît désormais en ligne. Pazienne, il est juriste et analyste, merci pas d'être passé. Et puis enfin, dernier invité, André Eugène Ilboudo, directeur de la radio des écoles. C'est quelle fréquence déjà là? 106.4 FM. Merci à tous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Presse Éco, si Dieu le veut.